Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un podcast vidéo. C'est un format très spécial qui me permettra à la fois de partager une vidéo sur YouTube et notamment un podcast sur les plateformes de, de, de podcast. Aujourd'hui, c'est un format très spécial parce que, si vous me suivez, avant, j'avais opté pour le format podcast parce que j'avais envie aussi de m'adonner à l'écriture et de faire des formats de podcast un peu plus structurés sur des livres, sur des sujets un peu plus précis. Euh, Ça fait... Et en fait, quelque part, je disparaissais, je ne faisais plus de podcast parce que c'est aussi quelque chose qui prend de l'énergie. Le fait de se poser sur table et d'écrire, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup faire. Mais très souvent, c'est aussi un mur et une barrière dans le sens où quand on n'a pas l'énergie, quand on n'a pas l'énergie d'écrire, quand on n'a pas l'inspiration d'écrire, eh bien c'est bloquant parce qu'on peut pas partager. Alors que partager des choses de mon quotidien, partager des choses de ma réflexion, de mes lectures. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée, d'où ma présence sur les réseaux sociaux et d'où cette envie première de faire ce podcast, Le Monde de Fatima. Voilà, donc là, je veux vraiment m'essayer à un format de temps à autre un peu plus libérateur, un format où je parle, où je discute, et puis voilà, s'il y a des choses à couper, on les coupera. Mais oui, parfois, il vaut mieux avoir des idées déstructurées qui sont aussi à l'image de ma manière de penser et qui sont aussi à l'image de cette pensée qui se construit au fil de l'eau et au fil des années. Voilà. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie vraiment de parler d'une de mes passions, qui est la peinture. Euh, voilà, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de vous parler de cette passion, de vous parler un peu de comment est-ce que cette passion m'a aidée tout au long de ma vie à me sortir de moments très durs, notamment, notamment là, actuellement, où je traverse, je pense, la période la plus difficile de ma vie. J'ai commencé à peindre quand j'étais très très jeune. J'ai commencé à peindre, je pense que je devais avoir 3 ans. Ma mère m'occupait à la peinture quand elle faisait autre chose à la maison. Et donc, je me rappelle dans notre appartement à Casablanca, j'étais au niveau du salon, elle me mettait un petit tapis et puis j'avais de la peinture, j'avais de la pâte à modeler et puis je m'adonnais à des activités artistiques. J'avais 3 ans. La forme la plus simple que j'ai su faire à l'époque, c'était vraiment des pâtes canard. Et donc je prenais des pinceaux plats. Donc j'avais un petit bocal avec des pinceaux et puis je sortais ce pinceau, je mettais de la peinture dedans. Et je l'aplatissais sur une feuille, ça faisait comme des pâtes canard et je m'amusais à faire ça sur plein de feuilles A4, des feuilles de papier, hein, des feuilles normales d'impression. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que ma fibre artistique a commencé. Et puis après, en primaire, je me rappelle, j'avais rencontré une fille. Alors, elle s'appelait Sarah. Je ne sais pas si elle se rappelle de moi, mais moi, je me rappelle très, très bien d'elle. C'était une fille qui était beaucoup plus âgée que nous, mais qui était dans la même classe parce que ils avaient déménagé. Donc, initialement, ils vivaient en Italie. Après, ils sont rentrés au Maroc. Et donc, comme elle parlait pas français, elle ne parlait pas arabe. Donc, en fait, elle a redoublé quand même pas mal d'années. Ce qui fait qu'elle se retrouvait avec des enfants beaucoup plus jeunes qu'elle. Et donc, moi, j'étais vraiment très proche parce que, voilà, on était nous deux, les incompréhensibles de la classe. Elle, de par la barrière de la langue et moi, de par mon monde particulier et à part. Et donc, cette fille, elle était vraiment très, très douée. Elle avait un talent inné. Donc, elle dessinait. Et j'ai appris avec elle à faire des dessins. Et puis, toutes les récrés, les gens jouaient. Et puis, nous, on se mettait dans un petit coin de la récré. On sortait nos cahiers et nos crayons. Et on s'adonnait au dessin. Et c'est avec elle que j'avais appris.
J'avais continué à peindre, à peindre et à dessiner comme ça, jusqu'à l'âge où je devais être toujours au primaire, mais quelques années plus tard, dans notre immeuble, donc dans l'immeuble où il y avait cet appartement où j'ai appris initialement à l'âge de 3 ans à peindre, il y avait un artiste peintre professionnel et c'était la toute première fois où je découvrais que c'était un métier en fait. C'était un métier de peintre, c'était un métier de produire des peintures, que ce n'était pas que, au-delà de la passion, que c'était aussi un gagne-pain. Donc il y avait cet artiste peintre qui était notamment professeur dans une école, donc il enseignait l'art. Euh, et je me rappelle, mon père, mon père avait à l'époque perdu son père, donc mon grand-père était mort et mon père avait absolument envie de faire un tableau avec l'une de ses photos préférées de son papa. Et donc il avait demandé à cet artiste peintre de lui peindre un tableau, un portrait de mon grand-père. Et donc, moi, j'en ai profité un peu pour, euh, pour aller voir son atelier qui était dans son appartement. Donc, j'étais là avec ses enfants, avec sa femme, et puis je le regardais faire, et il m'apprenait petit à petit à peindre. Je le voyais un peu comme il faisait. Je le voyais mélanger ses couleurs, peindre le portrait de mon grand-père, et puis voilà, de temps à autre, il faisait des poses, il peignait autre chose. Et c'était vraiment la première fois où je découvrais un milieu professionnel de la peinture, où je le voyais faire. C'était vraiment très, très passionnant. Et voilà, et donc les années passent, je continue toujours à peindre et à dessiner, mais toujours dans des formats très, très minuscules, très petits, très scolaires. Et puis un jour, c'était au collège, c'était à la fin du collège. On avait déménagé à l'époque dans une grande maison et donc tout en haut il y avait comme un rooftop. Et donc là je me suis dit bah en fait j'ai de la place, j'ai envie de peindre et ben allons-y. Je me rappelle avec mon papa on était allés, il m'a acheté un chevalet. Il m'a ramené aussi, on était allé acheter des affaires de peinture. Et puis au début, j'avais un certain budget. Donc j'ai acheté un petit budget. J'ai acheté quelques éléments que je trouvais dans des magasins d'art. Et puis tout était très très cher. Donc ce qu'on s'était dit, c'est que bah, c'est pas grave. Il y a quelques éléments que je prendrai dans ce magasin. Et puis le reste, on le prendra ailleurs. On était allé à Bricoma, qui est un peu l'équivalent de Monsieur Bricolage. Non, c'est Monsieur Bricolage, je pense, entre Monsieur Bricolage et Bricoma, au Maroc, à Casablanca. Et là, j'ai acheté des pots de peinture, c'est des peintures qu'utilisent les professionnels du bâtiment. J'avais acheté des colorants rouges, jaunes, etc. Et puis, il me fallait le support. Et donc, pour le support, à l'époque, je n'avais jamais peint sur de la toile. Donc, je me suis dit, bah, le support, attends, on va trouver une solution. Je regarde mon père, il me regarde et il me dit, bah, attends, j'ai un très bon ami qui est un menuisier. Donc, tu peux très bien peindre sur du bois, Fatem Zara. Je lui dis, bah oui, je peux très bien peindre sur du bois. De toute façon, normalement, la peinture que j'ai prise, c'est de la peinture pour maçon. Donc, normalement, ça devrait, pour peintre, de, pour peintre. Et donc, ça devrait marcher sur du bois. Donc, faisons-le sur du bois. Donc, on va voir cet ami de mon père et on récupère des chutes de bois. C'est du contreplaqué. C'est des formes vraiment... voilà, je choisissais pas le métrage, on va dire. C'était des formes très particulières. J'avais des rectangles, des carrés. C'était pas tout le temps droit. Mais qu'est-ce qu'on s'en foutait, quoi. Et... Et après, je me suis mise sur notre terrasse, notre rooftop en haut. Je mettais de la musique, je mettais des vidéos YouTube et puis je peignais. Et je me rappelle la première fois que j'ai peint, je me suis mise, du coup tout en haut. Et c'est la première fois où je faisais une nocturne. Pas parce que je lisais, ça m'arrivait de faire des nocturnes en lisant, mais c'est la première fois où je faisais une nocturne toute seule en haut, en train de peindre. Et c'est là où j'ai expérimenté ce monde qui se créait à part quand je faisais mes propres créations et
Et quand je prenais ce pinceau, que je les mettais dans de la peinture et que je créais quelque chose, en fait, c'était vraiment la fois où tout le parcours que je mettais à dessiner une peinture prenait son sens et j'ai adoré ça. J'ai adoré ce processus, ce calme d'une nuit d'été sur notre rooftop de maison, tranquille, toute seule, jusqu'au lever du soleil. Et puis, en une soirée, j'ai fini un tableau. Le lendemain, je l'avais montré à mon père. Il disait, mais c'est très beau, continue. On ira rechercher du contreplaqué. Et j'ai continué comme ça. J'ai fait ça pendant tous les étés des années scolaires quand j'étais au Maroc, donc du collège et du lycée. Voilà, en prépa, j'arrête de peindre parce que j'étais en internat et que j'avais pas forcément ni le temps ni la place, mais je reprenais quand même l'été. Je me rappelle, c'était ma première année en internat, je reviens au Maroc, je reviens et là je vois que mon père, il avait fait encadrer tous mes tableaux. Je vais avoir une dizaine de tableaux qui étaient faits sur du contreplaqué. Ce n'est pas facile d'encadrer du contreplaqué, c'est très particulier. C'est pas de la toile qu'on peut enlever du châssis et puis mettre dans un encadrement classique. Là, c'était vraiment très spécial. Il avait une cliente, mon père, qui faisait ça. Et donc, à un moment donné, il lui montre des photos. Il était fier de sa fille parce qu'elle faisait quand même, des créations artistiques qui ne ressemblaient pas à autre chose. J'avais mon propre style, comme tout artiste peintre a son propre style. Et donc, il y avait cette fierté du papa. Et donc, je ne sais pas combien combien il débourse pour me faire tous mes tableaux. Et c'est la première fois où je voyais mon père tellement fier des créations artistiques que je faisais. Et puis je reviens et mon père, il me dit, j'ai un ami, il est venu à la maison, il a vu tes tableaux qui étaient encadrés, il a envie d'en acheter. Je le regarde et je lui dis, là, on est en train de faire un business, en fait. Il me dit, oui. Et donc, je vends mes 2 premières peintures à un des très bons amis de mon père. Donc, je lui vends mes tableaux. Je regarde mon père, je lui dis... mais du coup, comment est-ce qu'on fixe les prix? Je ne sais pas comment faire et tout. Il me dit, là, on ne sait pas, on verra. Donc là, on s'était dit, allez, on fait le tableau à 150 €. De toute façon, c'est le début. En plus, c'était des grands tableaux. Et on était tellement heureux, non par le gain financier, mais on était vraiment heureux de cette démarche de je peins quelque chose. Et en plus de ça, ça me fait de l'argent de poche. Et voilà, c'était la première fois où j'avais vraiment un premier pas dans le monde professionnel de l'art. C'est pas grand-chose, mais c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. C'est qu'en fait, on crée, on peint, on vit le processus de la peinture. C'est quelque chose qui m'habitait. J'adorais faire ça mes nuits d'été avec mes petites chansons à côté que j'écoutais de manière très religieuse. Je créais quelque chose. Après, je fais de la peinture abstraite. J'ai pas des techniques de malade. J'ai jamais suivi vraiment de cours d'ailleurs. Et je fais ça. Et puis, c'était la première fois où je vendais ma toile. Ensuite, j'arrête de peindre parce qu'en école d'ingénieur, j'avais un tout petit studio. J'avais autre chose à faire aussi. J'ai peint ma première année d'école d'ingé. J'avais fait quelques toiles parce qu'en fait, ils proposaient à l'école, c'était le bureau des arts, ils proposaient d'exposer. Et voilà, donc j'avais fait quelques toiles, j'avais fait genre 5 ou 6 que j'avais exposées. Et puis par la suite, je les avais données à mon frère qui a eu son premier appartement avec sa copine, qui est devenue aujourd'hui sa femme. Je leur avais donné mes tableaux. J'avais aussi donné plein de tableaux à des gens qui adoraient ça. C'était des copines à moi, etc. C'était ma manière, en fait. C'était ma manière d'offrir. Je donnais comme si je donnais un bout de moi, un bout de ma pensée, un bout de ma création. C'est ma création que je donnais, que je faisais partager aux gens que j'aimais beaucoup. Et puis, pendant très, très longtemps, j'ai arrêté de peindre. Je pense que c'était... oui, j'ai arrêté de peindre au moins pendant 4 ans.
Ensuite, l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, après mon mariage, on part en lune de miel et après on fait un petit saut au Maroc. Et là, mon père, il me dit, bah, tu sais, mon ami qui t'avait acheté deux tableaux à l'époque, il y a quelques années, bah, il a envie que tu viennes voir en fait tes tableaux exposés chez lui. Donc j'y vais et là, je revois deux peintures à moi que j'avais faites quand j'étais ado, mises en valeur dans son très joli salon d'ailleurs. Et puis là, l'homme il me regarde et il me dit, mais en fait, j'ai envie que tu me fasses encore trois autres tableaux, carte libre. J'ai juste envie qu'il y ait du bleu. Je me dis, ok, carte, voilà, si la seule contrainte, c'est la couleur et la palette de la couleur, ce n'est pas grave parce que moi, je fais partie de ces gens qui pensent que il y a à la fois la forme et la couleur, et puis il y a toujours le débat, est-ce que la forme épouse la couleur ou la couleur qui épouse la forme. Mais je me disais, du moment où j'avais que cette contrainte de la palette de couleurs, ce n'est pas grave, et ben on fera ça. Et donc, je reviens, je pars avec mon mari, je lui dis, bah, vous le voulez sur des toiles ou sur du contreplaqué? Il me dit, bah, comme vous voulez. J'avais jamais vraiment eu de contact avec la toile. J'avais fait quelques toiles dans ma vie, mais pas vraiment. J'étais vraiment plus habituée au bois. C'est quand même le premier support sur lequel j'ai peint quand j'ai commencé à faire des grandes peintures, etc. Donc, on est parti au Roi Merlin. On a pris du contreplaqué. J'ai fait ça en quelques mois. Donc, pendant 2 mois, j'ai travaillé sur ces 3 peintures qui étaient quand même très, très grandes, hein. C'était du 70 centimètres par 60. Voilà, je fais ça ici en France, je lui envoie ces tableaux. Et, euh, et là, quelques semaines après, mon père décède, mon père meurt. Mon père est mort en février de cette année. Là, on est en mai. Donc c'est quand même très très récent et très 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 frais la mort de mon père. Et là, pendant ces 2 mois, j'étais paralysée. Je ne pouvais pas peindre, je ne pouvais pas crier. C'était vraiment une paralysie intellectuelle. J'allais au travail, je me suis arrêtée pendant 2 semaines, le temps des funérailles et le temps de récupérer un peu. Mais j'étais morte intellectuellement. Je ne pouvais rien faire. J'étais paralysée. La douleur paralyse. La douleur du deuil et de la perte de quelqu'un d'aussi extraordinaire et de quelqu'un d'aussi proche. Ça paralyse, ça fait beaucoup mal. Et en fait, on perd tout. On perd ses moyens intellectuels, ses moyens de penser. On a du mal à se projeter. Vous qui me suivez, vous savez à quel point j'adore lire, j'adore écrire. J'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas à lire, j'arrive toujours pas à lire, j'arrive toujours pas à écrire d'ailleurs. Et la seule chose que j'ai pu faire 2 mois après la mort de mon père, c'était prendre un pinceau et de repeindre, de refaire des choses, de recréer des choses, de le visualiser dans mes peintures, même si je fais de la peinture abstraite, mais ce que je visualisais avec lui, c'était tout ce cheminement qu'on a fait ensemble, en fait. Du jour où il a entendu que sa fille, elle avait une petite fibre artistique, elle aimait bien peindre. Et mon père, il aimait bien aussi dessiner. Je me rappelle, on rigolait tout le temps parce qu'il dessinait toujours des coups de poing. Il s'amusait à dessiner des coups de poing, il s'amusait à dessiner des mains, etc. Et c'était la seule chose artistique que je pouvais faire, la seule chose créative que je pouvais faire. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, très souvent, je postais des reels où je cuisine, je dessine, je fais plein de choses. Là, je ne pouvais plus, je ne pouvais pas cuisiner, je ne pouvais pas lire ni écrire. J'avais commencé d'ailleurs un podcast où je faisais un parallèle entre 2 livres que j'avais lus, c'était des livres magnifiques que j'avais lus avant la mort de mon père. J'avais commencé le podcast, j'avais très bien avancé, j'avais écrit, je pense, 2 pages et demie de podcast. Et là, les finir, c'est quasiment impossible. Je me laisse le temps parce que je sais que c'est très dur de perdre quelqu'un et j'ai envie aussi d'écouter mon corps et d'écouter
d'écouter mon corps, d'écouter mon cœur, d'écouter aussi ma tête, parce que je sais que je ne peux pas me forcer à faire quelque chose d'artistique, quelque chose de, voilà, de me forcer à lire, à me concentrer sur une lecture ou quoi que ce soit. J'ai un blocage par rapport à cela actuellement. Je sais que ça viendra avec le temps, ça viendra petit à petit. Là, je commence de temps à autre à lire tout petits livres. Je commence à relire un peu des blogs, etc. Mais c'est vrai que c'est là, en fait, où je me suis rendu compte de l'importance qu'a la peinture dans ma vie. Parce que c'est vraiment la première chose que j'ai pu dépasser et que j'ai pu dépasser après cette douleur physique, en fait. Cette paralysie physique, en fait, elle s'est estompée, elle s'est partiellement neutralisée parce qu'elle y reste quand même par la peinture, par ce processus de se mettre face à une toile toute vide, de prendre un crayon, de commencer à dessiner quelques traits, de voir sa peinture prendre forme. C'était vraiment ça qui m'a aidé aussi je dirais pas à m'en sortir, mais qui m'a aidé à penser à autre chose et à libérer cette douleur intérieure qui est vive, qui est encore vive aujourd'hui. Je sais que la douleur, elle restera toujours là et qu'il faudra que j'apprenne à faire avec et qu'il faudra que j'apprenne à aimer mon père autrement. Il faudra que j'apprenne à l'aimer au-delà du monde physique, au-delà du monde humain. Il faut que j'apprenne à l'aimer autrement, de manière spirituelle. Il faudra que j'apprenne à voir ces manifestations dans le monde comme on verrait les manifestations. Voilà, quand on est croyant, on apprend à aimer Dieu, on apprend à aimer des prophètes alors qu'on les a jamais vus. Et non pas que je compare mon père à un Dieu ou un prophète, mais ce que je veux dire, c'est que là, mon père, moi, je l'ai connu, je l'ai senti, je l'ai touché. Je continuerai toujours à l'aimer, mais je l'aimerai autrement. Et l'une des manières que j'ai eues à me mettre face à lui et à lui parler après sa mort, c'était de peindre. Je peignais, j'imaginais les couleurs. Je me disais, voilà, il avait toujours un œil critique sur mes tableaux. Et à chaque fois que je faisais un tableau, je lui envoyais. Je me rappelle, je lui ai envoyé mes dernières conversations sur WhatsApp avec lui, c'était par rapport à des tableaux. Il m'envoyait des pouces, il me dit mais toujours les yeux, parce que j'ai cette manie de vouloir toujours inclure des yeux dans mes peintures. Voilà, tout ça pour dire que l'art, c'est aussi un échappatoire, que c'est une porte qui nous permet parfois de se sauver de moments très très difficiles dans sa vie. Ça nous permet non pas d'oublier la douleur, mais de vivre la douleur, d'accompagner la douleur de manière très smooth et parfois de faire face à une paralysie intellectuelle. Là, j'ai une nouvelle commande de tableaux, donc je suis très très contente de la faire. Je suis en train de faire ça et puis oui, ça m'aide énormément. Je sais que je ne fais que de l'abstrait, je songe même à prendre des cours d'art pour essayer de m'améliorer. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que parfois renouer avec ses premiers amours d'enfant, ses premiers amours artistiques, ça fait aussi du bien parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que quelque part, nos premières activités, quand on était enfant, quand on était bébé, j'avais 3 ans quand j'ai commencé à peindre, eh bien ça a du sens quelque part. Tout vient pour une certaine raison et il y a un certain acheminement dans la vie. Quand on cumule les points, on arrive à une lignée et on va vers quelque chose. On part d'un point et on arrive vers un point et il faut apprécier le processus de développement d'une personne, le processus de la vie, pardon. Il faut aussi apprécier à aimer les moments de la vie, même ceux qui sont les plus durs, parce que dans ces moments durs qu'on n'a pas envie de vivre, eh bien, parfois, il en ressort, ils sont inévitables. Hein. La mort de quelqu'un, malheureusement, on peut pas lutter contre ça. On n'y peut rien, on peut rien y faire. On est paralysé par rapport à cela. C'est une fatalité et il faut faire face à cela. Et la question, c'est pas comment éviter ça, mais comment vivre avec ça et comment dépasser ce stade de douleur intense et
douleur paralysante, horrible. Comment faire, comment la dépasser, comment créer quelque chose de beau d'un événement pas rigolo du tout, mais qui est inévitable. Comment voir la manifestation de ceux qu'on aime, de ceux qu'on a tant aimés, qu'on continuera toujours à aimer dans ce qu'on fait. C'est un point d'honneur que je me donne. Et me mettre aujourd'hui là, face caméra, et d'en parler, c'est aussi une manière de franchir le pas et de me dire que même si c'est très dur, même si c'est très difficile, il faut continuer à faire des choses que j'aime, il faut continuer à partager cet amour que j'ai pour la lecture, cet amour que j'ai pour l'art. Et je continuerai à faire ça. Là, j'ai envie de faire connaître un peu mes tableaux, de faire connaître un peu mon art, parce que c'est aussi une manière de partager sa sensibilité artistique avec les gens. Je sais que très souvent, il y a ce débat de est-ce qu'on fait les choses pour nous-mêmes ou est-ce qu'on les fait pour les autres ? Moi, je sais que très longtemps, j'ai peint pour moi parce que j'adorais ce processus de calme que j'avais. Je me mettais dans ma bulle pour créer des choses, pour peindre. Là, j'ai envie aussi, quelque part, de partager cette atmosphère, cet univers avec les gens. Et j'avais déjà commencé à le faire un peu autrement avec les reels sur Instagram où je m'amusais à faire mes petites séances de cuisine où je m'adonnais à faire des raviolis qui prenaient énormément de temps et je filmais ça. Et c'est des moments c'est une thérapie, en fait. C'est des moments où on est concentré sur soi, qu'on crée quelque chose. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Et donc, je pense que vous verrez ça de plus en plus sur ma chaîne YouTube, sur notamment Instagram. Je vais essayer de... Certes, j'adore quand je fais des podcasts, écrire des podcasts. Là, pour le moment, ça m'est impossible pour le moment. Je pense que ça viendra plus ou moins, mais je ne vais pas m'arrêter à cela. J'ai envie aussi de juste libérer ma parole, même si rien n'est écrit, parler devant une caméra, parler dans un podcast, partager des choses avec vous, dire que parfois, oui, quand on est passionné par des choses, il faut continuer même quand ça ne va pas, même quand c'est très dur, parce que ça nous aide aussi à nous en sortir de ces situations difficiles de la vie. Je me perds un peu, je m'écarte, mais ce n'est pas grave, on continue. Tout ça pour vous dire que j'aime bien actuellement partager ce que je dessine, ce que je peins. J'ai envie de faire connaître ma peinture aussi pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés, pour échanger un peu, des gens qui peuvent me donner des conseils, partager des choses autour de l'art de manière générale. L'art, ce n'est pas que peindre, certainement. Il y a l'art de la cuisine, l'art de vivre. L'art, c'est la vie. La vie, elle est artistique de la manière avec laquelle on la vit. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça. J'ai envie que chacun d'entre nous ait sa propre passion. Je sais qu'il y a plein de gens qui se disent pas doués pour l'art, mais en fait, s'il y a quelque chose de très accessible aux gens, eh bien c'est l'art, c'est l'art manuel. Quand on est heureux, on danse. Quand on est heureux, on chante. Même quand on a une voix qui ne s'y apprête pas. Notre manière d'exprimer notre joie, elle est artistique. Et je pense que ce qui diffère d'un artiste à quelqu'un qui ne se considérerait pas comme un artiste, c'est que même quand on est malheureux, même quand on passe par des moments très difficiles, on trouve une manière artistique de libérer sa douleur et de la laisser s'exprimer, qu'elle prenne forme, qu'elle prenne couleur, qu'elle vive autrement et qu'elle vive ailleurs qu'en nous. Ou du moins qu'elle ne vive pas qu'en nous, qu'elle prenne forme dans d'autres supports que notre corps et que notre mental. Voilà, tout ça pour vous dire que je reviens. J'essaierai de revenir, j'essaierai de parler un peu de sujets comme ça qui me passionnent. Là, aujourd'hui, on a parlé de peinture. Demain, je sais pas, peut-être qu'on reparlera de peinture, peut-être qu'on parlera d'un autre sujet. Mais j'avais envie, en fait, de
j'avais envie un peu de briser cette glace et de me démontrer à moi-même que je peux parler d'autres sujets sans les avoir préparés, qu'on peut aussi ouvrir son cœur. Et voilà. Donc, si cet épisode vous a intéressé, ou vous a rajouté quelque chose, vous a fait replonger aussi dans des mémoires de votre enfance où vous faisiez de la musique avec un instrument, vous faisiez de la peinture, vous faisiez une activité artistique, renouez avec ça, renouez avec votre art de vivre inné qui est en vous, parce que moi je pense vraiment qu'il y a une part d'inné. On apprend aussi à faire les choses, à peindre, à apprécier l'art, mais je pense que dans l'activité artistique, il y a vraiment quelque chose d'inné que chacun a en lui. On a chacun en soi une manière une manifestation artistique qui est parfois plus ou moins visible, qui est parfois plus ou moins bruyante, mais elle y est. Il y a une graine et parfois il faut l'entretenir, il faut entretenir cette flamme, il faut laisser s'exprimer. Voilà, il faut faire partager aussi aux gens. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai envie aussi que mon art soit partagé aux gens. Voilà, j'aime bien aussi voir que ça plaît aux gens ce que je fais. J'aime bien aussi avoir des discussions sur mes techniques, qu'on me rajoute aussi, qu'on me dise là c'est un peu raté, là c'est bien, etc. Parce que ça me permet aussi d'avancer. Donc si vous êtes intéressé par ce que je fais, par la peinture que je fais, vous pouvez voir ça sur mon Instagram. Peut-être que je posterai aussi quelques petits reels, notamment sur YouTube. Je sais que maintenant on peut le faire. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire... pour dire à toutes les personnes qui me suivent et pour qui je disparais, parce que je n'ai jamais été quelqu'un de constant. Alors là, depuis le jour où j'ai créé YouTube, et encore plus depuis le jour où j'ai créé ce podcast, j'ai jamais été constante. À un moment donné, c'était fait un défi avec mon mari pour dire, si je ne poste pas un podcast tous les 2 mois, je l'inviterai au resto. Ça tombe à l'eau. Je dois l'inviter je ne sais pas combien de fois au resto parce que je ne m'y tiens pas. Je ne me tiens pas rigueur, donc ne me tenez pas rigueur non plus. J'essaierai d'être plus rigoureuse pour moi-même parce que c'est quelque chose qui me plaît en fait, de libérer cette parole, de parler, de communiquer, de communiquer ma façon de faire. Voilà, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours plu. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'essaierai de revenir un peu avec des podcasts parfois un peu brouillants comme celui-là. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a ni queue ni tête, mais j'ai l'impression qu'il y a une idée quand même à l'intérieur. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, etc. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Là, il est minuit 30 ici. Voilà, donc à très très bientôt.